Bonjour groupe, Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Nous sommes le 2 juillet, c'est l'été, fait beau, fait chaud. Puis en plus, votre cours achève. Hey, vous y êtes presque. On lâche pas. On est rendu à avant-dernier module. C'est notre pénultième café, avant-dernier café. On prend ça ensemble. Alors, on va regarder votre avant-dernier module. Alors, on va regarder aussi les principaux thèmes de votre cours éthique et professionnalisme. Donc, module 11. C'est là que ça se passe. Vous allez voir, c'est un beau module cette semaine. Ce que j'ai prévu pour vous, c'est assez simple. C'est un cours c'est assez simple. Non, c'est pas vrai. C'est pas simple. C'est de la philo des sciences. J'ai bien hâte de me plonger avec vous dans ce module 11. Mais peut-être avant de sauter dans le cœur du module, quelques mots sur le TP2. Le TP2. Eh, boy. J'espère que, j'espère que vous êtes avancés, là, parce que c'est là. Hein? C'est le 7 juillet, c'est ce dimanche, avant 23h59, s'il vous plaît. J'aurais peut-être aimé vous aider, vous accompagner un peu plus, là, mais dans la dernière semaine, ça va être compliqué. Je vous ai fait plusieurs rappels pendant la session, là, vous dire que j'étais là pour vous aider, pour vous soutenir. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs commentaires sur certains de vos TP. Là, ça dépendait là, où vous en étiez dans votre intensité, dans votre avancement. C'est sûr que si c'était pas très avancé, ben moi non plus. Là, c'est pas vrai que je vais travailler plus fort que vous autres sur votre TP2, mais pour ceux qui c'était avancé, j'ai fait quelques commentaires. Sinon, si vous avez encore besoin de rétroaction, faites-moi signe, mais là, je vous fais vraiment pas de promesses. Là, on est dans la dernière semaine, puis moi aussi, j'ai une grosse semaine de travail. Je suis certain que vous comprendrez que je suis pas nécessairement obligé d'ajuster mon rythme sur votre rythme en catastrophe là, dans la dernière semaine. Ça fonctionnera pas pour nous cette semaine. Du moins, ça sera plus compliqué. Autre rappel, l'examen. Écoutez, l'examen, c'est dans 2 semaines. Donc, on travaille sur le TP2, là, mais on commence déjà à avancer l'étude de l'examen final. C'est dans 2 semaines, c'est le 16 juillet, rappelons-le. C'est en soirée, donc de 18h30 à 20h30. Je vous ferai peut-être un petit rappel là, par courriel là, quelques jours avant l'examen pour vous donner les dernières consignes, mais c'est un examen en classe, là, donc vous avez déjà fait ça, c'est un peu plus stressant. On capote pas. Votre étude, c'est exactement ce que je vous avais promis. Il n'y a pas de surprise. Je vous annonce mes objectifs à l'avance. Puis, je vous dis, étudiez. Assurez-vous d'être capable de démontrer que vous avez atteint les objectifs du cours. Donc, si vous avez vous êtes en train de réviser, là, regardez chaque objectif de chaque module, puis dites-vous, est-ce que je maîtrise cet objectif? Puis, si vous répondez, pas encore, ben voilà, c'est ça que vous devez étudier d'ici à la date d'examen. OK, cette semaine, gros thème, ça s'appelle Sciences et société. On parle de votre rôle social, donc le rôle social des sciences, de la science, les liens entre sciences et société. Vous le voyez, les thèmes sont assez ambitieux, c'est peu dire, mais je dirais que c'est le module le plus philo-sociologie des sciences là, du cours éthique et professionnalisme. C'est d'ailleurs le seul vrai moment là, où je vous demande de fermer peut-être vos autres distractions, en tout cas d'être très attentif, parce que si vous me perdez en cours de route, là, vous allez avoir de la difficulté à me rattraper. Donc, si vous écoutez ça en marchant, en faisant la vaisselle, c'est parfait. Mais si vous avez 3 écrans d'ouvert en même temps, puis vous scrollez en même temps, ça va être compliqué là, de me suivre. C'est un module qui est plutôt réflexif, donc je vous invite à le faire comme ça, là, vous mettre dans une posture ou dans un lieu qui donne à réfléchir pour que vous puissiez vous frotter le menton, là, puis m'écouter en disant c'est-tu bon, c'est-tu vrai ce qu'il me dit là, puis qu'est-ce que ça veut dire sur moi, sur ma vie, sur ce que je pense. Parce qu'il va y avoir de très belles questions abordées dans ce cours. Tiens, je vous en pose quelques-unes pour vous mettre dans le bain, vous mettre votre esprit en marche. Question qu'on va aborder.
quel est votre rôle social? Donc, quel est le rôle social des professionnels en sciences et génie? Est-ce que vous avez un rôle social? Est-ce que vous avez une influence sur la société? Est-ce que vous souhaitez avoir une influence sur la société? Est-ce que c'est votre rôle là, de vous prononcer sur la pertinence sociale ou la moralité, tiens, de certains projets techniques, là? Un troisième lien, un tramway. Si vous êtes à Québec, vous savez de quoi je parle. Les influences sociales de Twitter ou de l'intelligence artificielle, ce genre de débat-là, là, est-ce que c'est votre rôle ou vous êtes seulement des acteurs techniques, puis vous allez laisser à d'autres le soin de réfléchir à tout ça? Est-ce que vous pouvez vous contenter justement de ce rôle de technicien ou est-ce que vous n'avez pas plus à faire ou est-ce que vous ne devriez pas plus ou davantage vous impliquer dans cette réflexion? D'autres questions, tiens, quelle autre question? La science, est-ce qu'elle peut résoudre tous les problèmes du monde? Est-ce que ce serait pas le fun si votre science pouvait résoudre tous les problèmes sociaux importants? Hein, le réchauffement climatique, le cancer, les deepfakes, quoi d'autre? La crise du logement. Hein, une belle solution technique. On aime ça en sciences et génie, là. J'ai une bonne idée, j'ai une belle solution technique. C'est le problème le plus complexe socialement au monde, mais j'ai une petite idée technique, puis ça va résoudre le problème. Puis si mon idée technique ne permet pas de résoudre aucun problème social, c'est peut-être parce que ces problèmes-là sont pas importants. Euh, vous allez voir, là, on va aborder ça dans le cours, ça s'appelle le technosolutionnisme. On va parler aussi l'idée que la science est-elle moralement neutre? Est-ce qu'elle est amorale? On l'a dit, une science pure, on l'appelait comme ça, là. Moi, science humaine ou science pure? Science pure, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que la science peut à ce point-là être coupée des influences sociales? Je vous l'ai dit, là, ça allait être des questions. Faut me suivre. M'écoutez-vous, là. Faut me suivre. Hein? Il y a plusieurs questions. On ne pourra pas y répondre, mais le but, c'est de mettre votre esprit en marche, vous faire penser, réfléchir. Pourquoi pas? Hein? C'est un cours de philo. Il faut bien s'offrir une fois par session ce luxe. Voilà, ce sera les questions qu'on va aborder. L'influence de la société sur la science, l'influence de la science sur la société. Puis je dirais que dans ce podcast, je vais plutôt insister sur la deuxième partie, là, c'est-à-dire l'influence de la société sur votre science. Hein? Est-ce que la société a une influence sur votre science? Parce que le contraire, là, habituellement, cette démonstration-là, là, vous êtes plus facilement convaincable et souvent déjà convaincu, c'est-à-dire que vous croyez déjà que la science influence la société. Donc ça, il s'agit juste de le reconfirmer avec vous. C'est ce que je fais dans l'enregistrement de cours. Vous pensez que vous avez une influence sur la société, c'est juste de vous la rappeler, je dirais, hein, parce que si vous êtes ici, c'est parce que, et dans ce cours et dans vos programmes, c'est parce que vous pensez que la science peut changer un peu le monde. Vous y croyez, puis vous avez des raisons. Bon, il y a des limites, là, j'en parlais un peu avec le technosolutionnisme. Vous pouvez pas résoudre tous les problèmes du monde, mais vous pouvez très certainement contribuer à résoudre plusieurs des problèmes que nous voyons dans notre monde. Donc, vous avez une influence. Mais je dirais que la deuxième partie, elle est plus difficile à reconnaître. L'idée que la société, elle, influence aussi la science. Et c'est sur cette partie-là que j'aimerais m'aventurer avec vous, entre autres dans ce podcast. Parce que pour reconnaître que la société influence la science, faut faire quelques distinctions. Je les fais en classe, là, mais je me permets de les résumer ici. Hein. C'est une distinction assez classique en sociologie des sciences. C'est la distinction entre scientifique et recherche, donc entre science et recherche ou entre scientifique et chercheur. Commençons peut-être par science et scientifique. Ils sont dans la même catégorie. Le scientifique, là, c'est celui que
C'est celui que vous voyez à Découverte là, ou dans les émissions de vulgarisation scientifique. C'est peut-être Martin Carly. Tiens, c'est peut-être dans votre génération, ça. Martin Carly. Écoutiez-vous ça, cette émission-là? J'imagine que oui. En tout cas, mes garçons écoutaient ça, puis ils ont vos âges. Le scientifique, cet archétype-là, là, c'est lui qui incarne la science. Vous savez, il y a un beau sarrau pour lui quand il parle de la science. Ben, la science, la connaissance, elle est certaine. C'est objectif, hein. On en parle comme si c'est quelque chose qui existait, qui était indiscutable, qui n'était pas influencé par les enjeux sociopolitiques. C'est rare que Martin Carly vous parlait de tout ça. Pour le scientifique, son seul objectif, c'est de vulgariser. C'est-à-dire qu'il y aurait des faits scientifiques, puis on va vous expliquer ça. On va vous simplifier tout ça, on va réduire le savoir à quelque chose de plus simple, puis vous allez voir, vous allez comprendre, parce qu'on va vous le vulgariser. Puis, donc, vous le voyez, là, il fait passer d'un savoir qui habituellement est complexe à quelque chose de plus simple. Mais en tout cas, c'est plus simple, donc ça s'enseigne plus aisément, puis ça passe plus vite à la télé. Donc voilà. Si vous regardez des ouvrages de type scientifique, vous allez voir que pour eux, la connaissance, elle est apolitique. Là. C'est rare qu'on va vous parler dans un livre de vulgarisation scientifique des enjeux sociaux, mais c'est un leurre. En fait, si ce genre de science ou de connaissances scientifiques, si ça vous paraît à ce point-là coupé de la société, hein, si vous consultez des textbooks, là, des textbooks, c'est un bel exemple. C'est pas de la vulgarisation scientifique, là, mais il n'y a pas de trace de la société là-dedans. Là. On ne vous parle pas des enjeux sociaux et politiques là-dedans. C'est juste du contenu théorique et scientifique. Mais c'est justement, hein, c'est des textbooks et on a colligé dans ces textbooks uniquement que le produit rationnel, le plus objectif et consensuel possible. Puis, ce faisant, on a tenté d'effacer les traces, je dirais, là, des influences sociales et politiques. Hein. Dans votre textbook, on garde seulement le contenu rationnel. Puis, on écarte tout le processus de production de la connaissance qui, lui, hein, ce processus-là, il n'est pas totalement rationnel. Là. Rappelons-le, la science, c'est faite par des personnes comme vous et moi, là, qui ne sont pas totalement rationnels, qui ne sont pas totalement purs et objectifs, puis qui peuvent être influencés par la société. Donc, justement, parlons-en de ces chercheurs. Ben, les chercheurs sont bien loin de la construction sociale qu'est Martin Carly. Parce que Martin Carly, là, je vais appuyer encore une fois là-dessus, là, il n'existe pas. Vous le croiserez pas. Vous le voyez à la télé, mais si vous vous promenez pas loin des laboratoires, c'est pas Martin Carly que vous allez croiser. C'est un archétype. D'ailleurs, si je vous avais demandé, puis je le fais en classe, là, je le demande à mes étudiants souvent la semaine avant le module 11, dessinez-moi un scientifique, puis là, je regarde leurs dessins en classe. Vous écouterez l'enregistrement de cours, là, je présente plusieurs de leurs beaux dessins avec une définition très extensive là, de ce que ça veut dire un beau dessin, là, parce que n'est pas artiste qui le veut. Il y a de très beaux dessins aussi. C'est un test qui s'appelle le DAST test. Hein, c'est Draw a Scientist Test. C'est un test qui est formaté. En fait, il y a plusieurs chercheurs qui ont documenté tout ça. Lorsqu'on vous fait dessiner un scientifique, plus vous vous rapprochez du début de votre bac à l'université, plus votre dessin ressemble à Martin Carly. C'est intéressant. C'est un archétype qui tranquillement s'installe dans votre cerveau, mais rappelons-le, ce n'est qu'une caricature. Hein? Si vous allez faire le tour des laboratoires ici à l'Uni, allez vous promener au Vachon, allez vous promener au Pouliot, vous allez voir que les chercheurs sont loin de cette image-là. Là. Ils n'ont pas toujours leur beau sarrau blanc, puis ils sont pas toujours... ils n'ont pas toujours des barbes, une moustache. Ils sont pas toujours entourés de matériel scientifique. Ils sont pas toujours en train de crier Eureka! Comme sur tous les dessins. Là.
Donc, il faut un peu se distancier de cette caricature. Moi, je vous suggère de remplacer, c'est le moment, là, dans votre tête, là, plonger dans votre tête, là, puis briser cette caricature, puis il faut la remplacer par celle du chercheur. Parce que vous avez besoin de cette image-là du chercheur, parce que si vous voulez voir des liens entre société et science, donc l'influence de la société sur la science, vous avez besoin de cette image-là du chercheur, puis le chercheur, il ressemble pas à Martin Carly. Si vous promenez dans les corridors, encore une fois au Vachon, au Pouliot, vous allez voir, vous allez croiser des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui représentent des minorités visibles, culturelles, de genre. Ils ont rarement leur sarrau blanc, puis sont souvent, beaucoup plus souvent dans leur bureau derrière leur PC que devant un Erlenmeyer. C'est cette image-là là, que je veux que vous ayez en tête quand vous avez en tête un chercheur, quand vous parlez de la science, et c'est ça la science qui est en train de se faire, là. Ils sont dans leur bureau, ils sont en train de la faire. La science qu'on va colliger dans quelques années dans vos textbooks, là. Puis pour eux, si vous leur parlez de la science, vous allez voir que la connaissance, pour eux, elle est incertaine. Ils doutent de tout, y compris de leurs propres hypothèses. C'est la base de la méthode scientifique, là. Puis, contrairement à Martin Carly, leur connaissance aux chercheurs, il n'y a personne qui va prétendre qu'elle est objective. Au contraire, elle est subjective, au sens où elle est liée à une personne. Le sujet, c'est ça, là. Donc, quand ces chercheurs vous parlent de la science, ils vont citer les chercheurs qui ont démontré tel fait. Donc, on va dire Sénéchal et al. Ont démontré en telle année telle chose. Ça, c'est une façon très chercheur de parler de la science. On lit des faits à des personnes. Si vous parlez aux chercheurs autour de vous, vous allez voir que pour eux, la connaissance, elle est chaude au sens où elle est changeante, elle est remplaçable par une autre type de connaissance qui serait plus fiable ou plus vraie. Pour eux, les chercheurs, leurs travaux de recherche, c'est directement lié aux enjeux politiques et sociaux. Hein, les chercheurs, ils lisent les budgets politiques. Ils alignent leurs intérêts de recherche sur les thèmes qui sont promus, qui sont surtout financés. C'est une façon de le promouvoir, hein, un sujet. Et vous allez voir, selon les époques, les champs du savoir qui vont se développer en recherche, ça va varier, là. Pourquoi tout le monde se garoche en intelligence artificielle en ce moment? C'est parce que vous allez avoir de l'argent. si vous mentionnez le mot intelligence artificielle, vous allez avoir de l'argent. Pourquoi à une certaine époque, on parlait d'optique photonique, les grands centres de données massives, il y avait de l'argent qui partait par là. Puis quand le gouvernement en place décide de promouvoir ce champ-là de la recherche, il y a de l'argent qui est là, il y a des chercheurs qui développent ce champ-là. Pensez à la COVID-19. Écoutez, au début de la pandémie, on mentionnait COVID-19 dans à peu près tous les projets de recherche. C'était important, là, de résoudre les problèmes du monde et de résoudre ce problème du monde. Puis il y avait de l'argent qui allait là. Puis curieusement, les chercheurs s'intéressaient à ces questions-là. Donc, des champs du savoir qui sont influencés par la société, par le politique, par nos bailleurs de fonds, qui, eux, sont liés aux politiques, parce que ces champs de la recherche sont prometteurs d'un monde meilleur. Voilà. Donc, c'est à travers cet artifice que le politique s'invite ou que les enjeux sociaux s'invitent en science. À travers le financement, les chercheurs, eux, arrivent avec leur propre préconception, leur propre morale. Quand ils rentrent à l'université, ils ont leur conception du bien, puis ils tentent de participer au bien commun, puis ce faisant, ils choisissent leurs intérêts de recherche en conséquence. Même vous, là, plus tard, s'il y en a quelques-uns qui veulent faire de la recherche, vous avez déjà ciblé des champs de la recherche que vous avez l'impression que vous allez influencer le monde. Donc, vous arrivez là avec vos propres rêves et préconceptions et idéaux, puis ça influence le développement de la science. Donc, voyez-vous le lien entre science et société? Il faut le voir, cette influence de la société sur la science. Parce que
c'est là, c'est à travers ce lien que la science influence, que la société d'une époque influence la science d'une même époque. C'est un constat qui est important à faire, c'est-à-dire que la science, avant d'être science dans vos textbooks, elle est d'abord de la recherche. Puis cette recherche, elle est liée à des enjeux sociaux. Elle est influencée par la société, notamment, j'ai mentionné le financement de la recherche. Puis ces traces-là ne seront jamais totalement effacées de la science. Ce que je dis, c'est que même cette science, je sais que vous la pensez coupée de la société pure, puis protégée des influences, mais c'est pas parce qu'on l'enferme dans un laboratoire, cette science, qu'elle est nécessairement coupée des influences sociales et politiques. On peut même pousser plus loin cette réflexion, je le fais dans le cours, puis je vous invite à le faire. Si la société influence la science à une certaine époque, il devrait y avoir des traces de cette influence dans vos textbooks. Je vous l'ai dit, on fait notre effort là, pour effacer ces traces-là dans vos textbooks, mais est-ce que c'est toujours le cas? Je vous invite à le faire, l'exercice. Prenez votre beau textbook là, qui vous a coûté 400$. On en a tous un textbook pendant notre formation qui nous fait mal. Là. Prenez-le, lisez-le, puis essayez de trouver dans cet ouvrage, c'est souvent, je dirais, en introduction, c'est souvent le cas, là, en introduction de chapitre, là, il y a souvent des traces de l'influence de la société de l'époque. Essayez de trouver ces traces. Moi, je m'amuse souvent à trouver ces traces, puis j'en ai trouvé quelques-unes. En classe, je vais vous raconter plusieurs histoires. M'écoutez-vous encore, là? Hello? Ça fait 22 minutes que je parle. C'est sûr que là, vous m'écoutez plus. Là, j'ai mis un silence. Je vais mettre aussi un son agressant là, pour un beau son pour vous réveiller. Là. Did you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises? Ce que je vous disais, c'est qu'en classe, bon, désolé de ce petit bruit-là. En classe, je vais raconter plusieurs de ces histoires-là, là, où la société, on voit à quel point la société d'une époque influence la science d'une époque. Je vais vous raconter l'histoire de Lysenko, on va parler comment et à quel point la science développée dans son cas, c'était le régime communiste là, en URSS, mais à quel point, quand on fait de la science dans un régime communiste, comment la société peut influencer la science d'une époque. C'est assez fou, l'influence de la société sur la science à cette époque et dans cet univers-là. Je vais vous raconter aussi l'histoire d'Alan Turing. Donc, ça aussi, c'est un bel exemple d'influence de la société sur la science. Parce qu'Alan Turing, c'est un de nos premiers représentants des minorités de genre en sciences. Vous irez voir comment on traitait un chercheur à l'époque, comment la communauté scientifique traitait ce chercheur qui ne correspondait pas exactement là, aux impératifs d'identité de genre promue par la société de l'époque. Vous irez voir à quel point la science n'est pas à ce point moralement neutre. On aimerait la croire moralement neutre, mais vous irez voir quel type d'influence elle peut avoir. En classe, donc je vous parle de ça. Je vous parle aussi, de l'exemple de Carl von Linné. Vous rappelez-vous de Carl von Linné? Vous avez sûrement, si vous avez fait un peu de biologie, vous avez sûrement vu son tableau classificatoire des espèces naturelles. Ça s'appelle Systema Nature, je pense quelque chose comme ça, le titre de son ouvrage. La classification Linné des espèces. Vous rappelez-vous ça? J'imagine. Si vous avez fait un peu de biologie, vous avez vu, là, c'est un grand tableau taxonomique, un bel ouvrage là, que Carl von Linné a fait à l'époque en essayant de regrouper les différentes espèces, les races, puis il a essayé de faire une belle classification
un gros travail d'observation empirique. C'est le père, je dirais, de la biologie moderne, mais vous irez voir ce qu'il dit des races humaines. Puis vous irez voir à quel point ça parle aussi de l'époque, là. C'est-à-dire que ce qu'il dit des espèces, c'est un peu gênant, là, je dirais. Il parle des Americanus, rouges, colériques et droits. Il parle des Européus, qui sont blancs, sanguins et musculaires. Autre catégorie humaine, il parle ce sont ces mots-là. Bon, désolé, ça représente l'époque. Les Asiaticus, qui sont jaunes, pâles, mélancoliques et rigides. Et finalement, les affaires, qui sont noirs, flegmatiques et décontractés. On dirait... bon, voilà. C'était les traces d'une autre époque, mais bon, il fait son possible. Il essaie de classifier, d'observer, mais en même temps, difficile pour lui là, d'écarter ses propres préjugés sur la société et les races, la façon de classifier les races de son époque. Un peu plus triste, mais c'est la triste réalité de l'époque. Autre exemple, c'est peut-être mon préféré, là. L'exemple on parle encore une fois des influences de la société sur la science. Mes préférés, là, c'est en biologie de la reproduction, parce que j'en ai vu plusieurs, parce que j'ai fait ma maîtrise, rappelons-le, en biologie de la reproduction. Puis à l'époque, je m'amusais déjà là, à trouver des traces de tout ça. Puis le langage utilisé pour parler de la reproduction, même par les chercheurs, là, ça reflète souvent le discours d'une époque. Quand vous prenez des livres là, des années 70, c'est encore pire. Là, ça ressemble à des histoires de... Bon, on parle de reproduction, ce sont des livres de biologie, mais ça ressemble quasiment d'histoires de princes et princesses. Là, quand on parle de la reproduction, on parle des spermatozoïdes comme si c'était des guerriers, puis on qualifie les ovules comme passifs. Les ovules passifs et préparent le nid. Bon, c'est pas glorieux, mais encore une fois, là, c'est des traces de l'époque. Bon, du calme, là, chers amis, chercheurs et chercheuses là, en biologie de la reproduction. Ce ne sont que des gamètes, hein, rien de plus. Ça en prend deux différents pour faire un être vivant. Faudra en parler peut-être plus de cette façon-là. Le reste, là, ce ne sont que des histoires et des traces de la société dans laquelle a été écrite, encore une fois, cette science. Vous le voyez, là, les chercheurs, souvent malgré eux ou sans s'en rendre compte, sont influencés par leur époque. Moi, j'aime bien parler des myopies, des préjugés de leur époque. C'est pas de leur faute, ils sont ce qu'ils sont, puis ils portent les grandeurs et myopies d'une époque, puis ça paraît aussi dans la science qu'ils développent, qu'ils déploient. Puis si c'est vrai pour cette science du passé, ça devrait être le cas encore aujourd'hui. Hein, notre époque, la nôtre, pourquoi serait-elle à ce point-là différente? Pensez-y un peu, là. C'est quoi les valeurs, c'est quoi les myopies, c'est quoi les préjugés de notre époque qui pourraient se glisser là, jusque dans vos livres de sciences? Quelles sont les valeurs, les projets sociaux qui risquent, ou les myopies qui risquent de se trouver de laisser des traces là, jusque dans vos textbooks que vous allez lire dans 20 ans, puis vous allez en rire un peu, là, en disant « Ah oui, c'est vrai, ça se voulait de la science, mais là, il y a des traces un petit peu de notre société de l'époque. » Donc, ça, c'est notre thème. Influence, je m'écarte, je donne plusieurs exemples, mais en même temps, ce qui est important, c'est de voir et de saisir et de reconnaître l'influence de la société sur la science. J'ai une plus longue démonstration là, dans l'enregistrement de cours. Dans l'enregistrement de cours aussi, j'explique le contraire, j'en parlais un peu en début de podcast, l'influence de la science sur la société. Donc ça, habituellement, vous êtes plus familier avec ça, c'est plus facilement incarné, vous avez plus facilité à reconnaître ça, c'est-à-dire que si vous souhaitez exercer la profession en sciences et génie, c'est souvent parce que vous souhaitez influencer la société, mais il faut le rappeler, hein, ce rôle-là, là, la science a un rôle dans la société. Vous avez un rôle social.
Puis ça, je le sais que certains aiment penser que leur rôle est uniquement technique, mais si vous y pensez un peu, si vous prenez le temps d'y réfléchir honnêtement, là, donc prenez le temps, asseyez-vous, puis faites le vide, puis essayez d'y réfléchir sérieusement. Si vous construisez des ponts, des routes, vous ne faites pas seulement construire des ponts, des routes, là. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que oui, vous construisez des ponts et des routes, mais vous êtes aussi en train de vous mettre au service. Hein, au service d'une conception du bien commun, d'un projet politique, d'une conception de ce que serait la ville idéale, de ce que devraient être nos modes de transport. Vous voyez, là, vous êtes en train d'influencer la société. Ce n'est pas seulement des projets techniques. Vous vous mettez au service de certains projets sociaux, de certaines valeurs, puis ce faisant, vous sacrifiez d'autres valeurs. Vous vous écartez d'autres types de projets sociaux. Puis ça, faut faire l'effort d'y réfléchir un peu. Sinon, ça va rester caché dans vos projets de construction de ponts et de routes, mais ça reste là quand même. Il y a d'autres exemples. Si vous... en fait, j'en ai d'autres. J'en ai même listé ici avec moi pour être sûr de ne pas les oublier. Si vous construisez des trains électriques, si vous produisez, je ne sais pas, il y en a qui sont en informatique, si vous produisez des algorithmes en intelligence artificielle que vous allez mettre au service du système de santé, vous êtes en train d'influencer la société. Si vous utilisez des lidars, tiens, on va prendre nos géomètres, arpenteurs, sciences géomatiques, là. Si vous construisez, vous mobilisez des lidars dans le conflit israélo-palestinien, vous avez une influence sur la société. Vous êtes en train d'intervenir. Si vous développez des protéines pharmaceutiques, si vous construisez des ponts, je l'ai dit, si vous construisez des immeubles, tout ça, là, vous êtes en train de vous mettre au service de certaines valeurs, de certains projets sociaux. Ce ne sont pas seulement que des... Je sais qu'on aimerait... Des fois, on aime ça. On aimerait croire que ce ne sont que des projets techniques, amoraux, neutres. Moi, je suis neutre. Je me mets au service d'une science qui est neutre. La réalité, c'est pas ça. Lorsque vous choisissez un domaine d'expertise, lorsque vous choisissez un employeur, vous vous mettez au service. Vous vous mettez au service de qui? Justement, d'un employeur qui, lui, sa conception ou lui, ses ambitions de participer à plusieurs projets sociaux, économiques. Hein, cette belle petite tête là, qui est la vôtre, là, celle que vos parents aiment tant, là, vous allez la mettre au service de projets sociaux, d'une conception du monde, de certaines valeurs et d'une certaine morale. C'est ce que ça veut dire, là. Et à chaque fois que vous allez le faire, je vous invite à vous poser la question, est-ce que je me mets au service de projets, je me mets au service de valeurs, mais est-ce que ces valeurs sont cohérentes avec mes valeurs, avec ma morale? Parce que, rappelons-le, hein, la morale, elle est cachée au cœur même de la science puis des outils technologiques que vous développez. Elle est là, la morale. Elle est même au cœur des projets en sciences et génie auxquels vous allez contribuer. C'est ce que ça veut dire là, quand je vous dis votre rôle dépasse la technique. Vous n'êtes pas seulement des techniciens. Votre rôle, il est social. Et ce faisant, il devient moral. Hein, vous êtes au service de projets sociaux, encore une fois, d'une conception du bien, de valeur. Et ce faisant, vous vous mettez au service d'une certaine morale. Vous faites la morale par vos gestes, vous intervenez et vous participez à la construction d'une certaine morale. Puis là, vous le voyez bien là, ce que je suis en train de faire, là. C'est-à-dire que ce que j'essaie de vous faire, c'est que, vous savez, la morale, là, au début du cours, vous avez vu ma première petite vidéo, là. C'est Jean-François Sénéchal pète une coche, puis vous disiez, bon, un prof d'éthique, il va nous faire la morale. Moi, ce que je suis en train d'essayer de vous convaincre, c'est que c'est le contraire.
c'est que c'est vous qui faites la morale. Parfois, vous ne le savez pas. Parfois, vous ignorez ce que vous faites. Parfois, vous aimeriez pas être en train de construire la morale, mais dans les faits, ce qui se passe, c'est ça. C'est que par vos projets scientifiques, vous êtes en train de construire la morale. C'est peut-être la citation la plus choquante de ce cours d'éthique, c'est que c'est pas le prof qui fait la morale, c'est vous. C'est vous qui faites la morale, hein, dans vos faits et gestes, par vos choix, par le choix de votre science, par le choix de votre domaine d'expertise, par votre choix d'employeur, vous êtes en train, littéralement, de faire la morale. Vous construisez la morale. Vous portez les valeurs, les conceptions du bien qui se sont, vous l'avez vu, là, ce sont des conceptions du bien qui se sont insidieusement peut-être invitées dans cette science que vous croyez neutre. Je le sais que vous aimeriez que votre science reste neutre, mais dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'avec votre connaissance, vos connaissances en sciences et génie, vous allez vous mettre au service d'un projet technique. Ces projets vont influencer toutes sortes de choses, hein, ce que je mange, comment je me déplace, les villes où je vais vivre, dans quel environnement. Ça va influencer mon rapport avec la santé, mon rapport avec la nature, la façon dont je conçois le monde, la nature, la matière, la façon dont la société se pense. Vous faites ça. Vous êtes en train de faire ça. Vous ne le savez pas, mais vous êtes en train de faire ça. Ou vous le savez, mais à ce moment-là, vous le savez, c'est plus conscient, c'est autre chose. Mais la plupart du temps, lorsque je parle de ça en classe, c'est pas très... Je suis pas convaincu que c'est à ce point-là internalisé, là. À penser à n'importe quelle contribution, que ce soit l'invention de... Je sais pas, il y en a qui vont construire des automobiles, des avions, qui vont participer à des projets de conception de médicaments, des vaccins, qui vont... Pensez aussi au développement technologique passé, là. Justement, la vaccination, l'Internet, les téléphones cellulaires, les réseaux sociaux, ChatGPT, les intelligences artificielles. Regardez comment tout ça, c'est pas seulement des outils techniques, là. Regardez comment tous ces outils influencent que nous sommes, comment on conçoit la vie, comment ça a influencé ce qu'on fait, ce qu'on pense. Hein, socialement, là. Regardez comment ces technologies influencent que nous sommes, comment elles prescrivent aussi, hein, à travers ces technologies, comment elles prescrivent ou elles promeuvent certaines conceptions du bien puis du monde. Hein, regardez les grands développeurs de l'intelligence artificielle. Ils sont en train d'influencer le monde où on s'en va, où ils influencent même, vous allez voir les exemples que je donne en classe, même il y a des élections en France, aux États-Unis. Regardez comment ces technologies-là influencent le monde dans lequel on vit. Puis ça, vous avez un rôle à jouer. Vous pouvez contribuer. Vous pouvez influencer. Voilà. Attention, c'est peut-être mon message le plus important. Là, votre science, votre profession font la promotion, peut-être à votre insu, là, mais ils font la promotion de valeurs, de conception du bien commun, de certaines visions du monde. Puis, ben voilà, il est temps pour vous de minimalement au moins reconnaître, hein, ces influences, reconnaître la présence de ces valeurs puis de ces conceptions du monde, puis peut-être les assumer, mais au moins vous assurer que ces valeurs, que ces conceptions du monde correspondent à vos valeurs, puis au monde, hein, aux conceptions du monde dans lequel vous aimeriez vivre. Et par conséquent, une dernière question, hein, c'est-à-dire que ce module-là, il est introspectif, plus de l'ordre de la philo, mais vous voyez où je m'en vais avec cette réflexion, là, c'est-à-dire quelles sont les valeurs que vous souhaitez promouvoir via la science et le génie. Vous allez exercer la science et le génie. Est-ce que vous allez le faire en ignorant les valeurs qui s'y cachent? Est-ce que vous allez vous mettre aveuglément au service d'un employeur ou de projets qui correspondent pas nécessairement à vos valeurs, ou au contraire,
est-ce que vous allez exercer la science et le génie en vous assurant que les valeurs promues dans ces différents projets techniques, scientifiques, est-ce que vous allez, en fait, vous pouvez vous assurer que les valeurs qui y sont promues sont parentes aux vôtres, hein, correspondent à vos valeurs. Puis de cette façon, ben, vous allez pouvoir vous assurer que votre rôle, que vous puissiez jouer en société, le rôle que vous souhaitez jouer et éventuellement contribuer à construire la société dans laquelle vous souhaitez vivre. Parce que vous avez un rôle à jouer et puis vous avez un pouvoir. Hein. Vous pouvez transformer la société dans laquelle nous allons collectivement vivre. Qu'est-ce que vous allez faire pour influencer et transformer la société de demain? C'est la vôtre. Hein? En plus, vous en avez le pouvoir. Hein? La science, la technologie comme pouvoir. J'ai déjà affirmé ça. Pouvoir et conséquemment, ben, la responsabilité qui accompagne ce pouvoir. Voilà. C'est tout pour cette semaine. Est-ce que vous dormez là? Est-ce que je vous ai perdu en cours de route ou est-ce qu'au contraire, vous êtes réveillé? Éveillé. Hein? Ça fait partie des ambitions de la philo, poser des questions, à vous faire voir peut-être des choses que vous voyez moins, faire prendre conscience de choses qui étaient là devant vous et peut-être que vous ne réalisiez pas ou pas assez. Mais on a assez fait de philo pour aujourd'hui. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci d'être là chaque semaine. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera notre dernier module, donc dernière rencontre, dernier podcast. Pour prendre un dernier café ensemble. Dernier module, je vous réserve... c'est un épisode de rétrospectif, je dirais. C'est la même chose pour le module 12 où on va prendre le temps de réviser je dirais la structure du système professionnel, mais on va faire une analyse critique, là, essayer de voir quelles sont les grandeurs du système professionnel et aussi ses misères. Là. Donc, on a une belle analyse critique. On va défendre le système professionnel, on va le critiquer. C'est ce qui vous attend pour la semaine prochaine, dernier épisode, et aussi pour ce dernier module. C'est tout pour cette semaine. Allez, prenez soin de vous, profitez du beau temps. Bye bye. OK, l'indice cette semaine, vous allez faire comme votre collègue Joanie Théroux. D'ailleurs, je la salue. Joanie m'a envoyé une magnifique photo de son lieu d'étude. Elle est en Gaspésie. Donc, l'indice cette semaine, ce sera le nom de la ville où vous êtes en ce moment ou d'où vous m'écoutez en ce moment. Moi, ça me permettra de savoir où sont mes étudiants en ce moment. C'est à distance. Ben, justement, j'aimerais savoir où vous êtes. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter une belle photo de votre ville ou de votre environnement d'études. Puis, je vais les partager, si vous acceptez de partager ces photos-là. En même temps, là, je respecte votre intimité aujourd'hui, là, c'est pas une obligation. Mais si vous le partagez avec moi, ben, je vais le partager sur la page Instagram du cours. Mais encore une fois, pas d'obligation de partager vos photos. Là, sentez-vous bien libre. Le nom de la ville sera suffisant cette semaine. Ce sera notre indice cette semaine. Le nom de la ville où vous étudiez en ce moment, où vous avez passé votre session. Allez, bye bye.